Évidemment, je vous invite d'entrée de jeu si il y a des questions au fil de la présentation, d'inscrire vos questions dans le chat. Ça va me faire plaisir d'ouvrir la discussion. Je pense que c'est vraiment un beau moment d'échange quand on travaille dans un projet comme ça, dans une présentation, de se partager tout de suite puis de pousser plus loin, là. Donc, je vous invite à ne pas hésiter là, s'il y a des choses qui vous viennent en tête. Donc, explorer les avenues numériques pour améliorer l'expérience des visiteurs, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec cette formation. Un petit mot sur le DGA. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est un incubateur accélérateur d'entreprises numériques. On est un OBNL situé à Shawinigan, donc dans ce magnifique bâtiment patrimonial. Là, vous reconnaissez les briques derrière moi. C'est vraiment une ancienne usine textile. Et on a un pôle d'expertise qui est dédié à tout ce qui est culture et tourisme, qui regroupe près d'une vingtaine d'entreprises dans le pôle. Et quel type de projet on réalise? Des formations comme aujourd'hui, de l'accompagnement, comme ce qu'on fait via le programme d'événements Attraction Québec. La réalisation de projets, on a des projets de laboratoire vivant où on explore en recherche et développement. Puis on a beaucoup de partenariats avec la francophonie canadienne et même internationale. Et notre clé, là, c'est vraiment ça, c'est des expériences de médiation, c'est vraiment ce qu'on fait en termes d'expériences numériques. Donc, on accompagne à la fois nos entreprises numériques qui sont en développement, en croissance, mais aussi le secteur culturel et touristique dans son virage numérique. Donc, aujourd'hui, nos objectifs, c'est justement démystifier ce virage numérique en ce qui a trait à la médiation, offrir des outils pour savoir comment planifier un projet numérique de médiation, explorer divers outils de médiation, puis pouvoir comparer les options. C'est un petit peu vers ça là, que je vais vous proposer de travailler aujourd'hui. Le numérique, gadget ou utile, c'est la grande question parce que tout le monde, en fait, veut utiliser le numérique, mais comment on l'utilise pour pas que ce soit un gadget et que ce soit utile? Donc, d'où l'importance de se poser les bonnes questions pour s'assurer d'être dans la bonne catégorie de projet, choisir le bon projet qu'on veut mener, choisir la bonne technologie et choisir le bon collaborateur. Ce sont les trois champs clés pour avoir un projet numérique utile et non gadget. Je voulais faire un petit retour sur qu'est-ce que c'est la médiation, hein, parce que c'est une définition qui est assez large. Donc, c'est la mise en place de moyens d'accompagnement, de création et d'intervention destinés aux populations locales, au public du milieu artistique et culturel. J'ai envie d'ajouter touristique aussi. Donc, une médiation qui permet de créer des liens avec le visiteur, mettre des informations en contexte, créer une expérience, rendre les choses plus accessibles et fournir de l'information rapide. C'est différent moyen d'offrir une médiation à ses visiteurs, à ses clients quand on est une attraction touristique. Par où on commence? Bien, le projet commence vraiment avant le choix de la technologie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Souvent, on est attiré par une technologie, mais il faut prendre un pas de recul, puis d'abord identifier les vrais besoins, avoir un regard critique sur son organisation aussi, puis comparer les différentes avenues de projet pour répondre à son besoin et non choisir une technologie. Souvent, là, c'est quelque chose qu'on présente fréquemment, c'est que quelqu'un vient me voir et qui veut faire de la réalité augmentée. Je donne le classique, là, mais c'est une technologie qui est wow, qui nous intéresse, mais pourquoi on veut faire la réalité augmentée? Pourquoi on va vers ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de répondre à notre besoin? C'est les questions qu'il faut se poser en amont avant de choisir la technologie qui est l'idéal pour notre projet. Donc, définir nos objectifs. Quel est mon besoin? Hein, collecter des informations sur les clients, faciliter ma gestion. Là, on est plus dans des outils de gestion. Faire découvrir le patrimoine de mon organisation, attirer des visiteurs. Là, on est plus dans le volet médiation. Quels sont les objectifs que je veux atteindre? Augmenter l'achalandage, réduire le temps de gestion, mieux rejoindre ma clientèle, résoudre un enjeu de main-d'œuvre. Hein? On a vu ça, des guides virtuels pour remplacer nos guides qui ne sont pas au rendez-vous parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible. Mieux faire connaître le contenu de mon site, qu'il soit historique ou autre. Et ces objectifs-là vont nous permettre d'identifier le bon projet. Est-ce que finalement, dans le fond, c'est un CRM ou un site web que j'ai besoin dans un premier temps? Est-ce que c'est une campagne de promotion si on veut aller faire connaître la destination puis augmenter l'achalandage ou un parcours ludique si on s'attaque à la médiation aussi dans un objectif d'augmenter l'achalandage, on ne se cachera pas, mais dans l'optique d'offrir une diversité d'attractions sur notre site. La capacité de l'organisme et les enjeux du site, c'est une question qu'on oublie parfois de se poser, mais qui est tellement importante.
Quelle est la taille de mon organisme et les ressources disponibles pour gérer le projet? C'est le fun là, d'avoir un super parcours ludique là, à la Foresta Lumina, là. Mais quand les projecteurs brisent, là, ça prend des ressources pour aller les changer, ça prend des revenus aussi pour assurer qu'il y ait voyons, là, je perds mes mots aujourd'hui, je suis désolée, pour s'assurer que l'entretien soit fait adéquatement pour payer un fournisseur, pour faire le suivi technique aussi. Donc, ce n'est pas juste le coût du projet, mais c'est le coût du projet à long terme qu'il faut évaluer pour les mises à jour, pour l'entretien, etc. Puis savoir si on a les équipes sur place, les ressources aussi sur place pour gérer cette partie-là, même si ce n'est pas eux qui font le travail technique, même si on a recours à une firme externe pour faire le travail technique, il faut réfléchir à la gestion que ça impose à nos équipes. Donc, la capacité de soutenir le projet à long terme financièrement, mais en termes de ressources humaines, c'est vraiment important quand on choisit un projet. Parce que ce qui va arriver, c'est que la première année, ça va être super wow. La deuxième année, on va avoir de la difficulté à le gérer. Puis finalement, tranquillement, on va abandonner le projet parce qu'on ne sera pas capable de faire les mises à jour, parce qu'on ne sera pas capable de l'alimenter, parce que les écrans ne seront pas remplacés s'ils ne fonctionnent plus, parce qu'on n'a pas de ressources pour faire des remplacements dans les années subséquentes. Les connaissances techniques de mon équipe, quelles sont-elles, ces connaissances-là? C'est quoi sa capacité d'apprentissage? Parce qu'il y a certains projets qui vont être beaucoup plus clés en main, mais d'autres qui vont demander quand même un apport de l'équipe, surtout si on veut réduire les coûts puis essayer d'être autonome dans la mise en place de ces projets-là. Il faut y penser en amont, ces formations-là, puis cette capacité technique. Des enjeux techniques sur le site. Vraiment bête, là, mais essayer d'implanter un parcours numérique avec un téléphone dans un endroit où il n'y a pas de réseau cellulaire, c'est problématique. Mais des fois, c'est des choses auxquelles il faut penser. Le relief, est-ce que c'est un bâtiment patrimonial? Parce qu'on ne pourra pas installer n'importe quoi dans un bâtiment patrimonial. Un site extérieur, bien, ça a des enjeux aussi, je pense au vandalisme ou des équipements. On ne peut pas nécessairement tout laisser à l'extérieur. Il faut prévoir une protection. Bref, c'est le genre de questions qu'il faut se poser avant de choisir un type de technologie. Donc, le contenu que je souhaite diffuser, les émotions que je souhaite faire vivre, le message que je veux transmettre, c'est toutes des choses qu'il faut qu'on mette sur papier ou sur écran avant de s'attaquer aux choix technologiques. Donc, l'information sur des personnages, des faits historiques, des informations scientifiques, expériences artistiques, vers quoi on veut aller. C'est quoi le message qu'on veut donner aux gens? C'est ça, on est plus dans la scénarisation, mais c'est des choses qu'il faut réfléchir parce que la scénarisation va nous permettre d'identifier le bon vecteur technologique aussi. Donc, est-ce que c'est un message écologique? Si on veut lancer un message écologique, peut-être qu'on va minimiser l'utilisation de technologies parce que ça peut être un peu contre-productif. Ou on va l'utiliser autrement, puis on va réfléchir à la façon dont on utilise les équipements. Est-ce qu'on réutilise des équipements ou là, on vient apporter une couche intéressante dans la réflexion? Est-ce qu'on veut y aller avec une réflexion artistique, une commémoration? Ça sera peut-être plus sobre si on va en commémoration. Bref, tout ça va nous guider vers le type de projet. Et avec tout ça en main, bien justement, on réfléchit à l'approche numérique. Les besoins, les objectifs, ça nous permet d'identifier le type de projet. Quel projet on veut faire? Quelle approche de médiation on veut adopter? La capacité, les enjeux techniques, le message souhaité, ça nous permet aussi d'identifier les options technologiques. Donc, tout ça mis ensemble nous permet de dire, bon, mais moi, je veux faire un parcours ludique, puis je veux utiliser une application web, par exemple. Parce que ça va être plus facile, c'est moins envahissant, parce que c'est plus sobre, peu importe la raison. J'en profite pour faire un petit aparté. N'hésitez pas si vous avez des questions là, dans tout cette présentation-là en cours de route. Là, je suis là pour bifurquer puis revenir au tronc commun pour qu'on puisse avancer ensemble dans votre réflexion à vous aussi. Des projets de médiation numérique, bien, il y a toutes sortes d'approches quand on parle de médiation numérique. Ça peut être un parcours ludique avec des quiz, un vox pop, un DJ. Ça peut être un fameux Foresta Lumina, c'est un parcours, c'est une approche de médiation numérique aussi. Hein, on est dans le jeu aussi beaucoup là, avec Foresta Lumina. Un parcours audio guidé, tout simple. Hein, c'est l'audio guide d'aujourd'hui, pas celui d'hier, mais celui d'aujourd'hui est différent, mais est quand même intéressant avec l'approche podcast, entre autres, qui peut être bien. Un parcours informatif.
où on veut transmettre des informations factuelles, historiques, des photos d'archives. Une cartographie interactive, si on a un territoire vaste, ça peut être super intéressant de mettre les points, les points d'intérêt en lumière. Je pense par exemple à un projet qu'on a fait que je vais vous présenter plus loin, où c'était tout ce qui était le patrimoine bâti. Les gens se posent des questions sur les bâtiments, mais évidemment, c'est toutes des maisons privées. Donc, on ne met pas une petite affichette avec plein d'informations devant chaque terrain, mais d'avoir une cartographie nous permet de comprendre, ah, ça, c'est une maison de 1945, puis d'avoir ces informations-là au bout des doigts sans que ce soit invasif pour les propriétaires de maisons. Des expériences immersives, Foresta Lumina, c'est un bon exemple de ça. Tout ce qui est projection, tout ce qui est audio, des expériences immersives audio aussi, ça existe, c'est intéressant. Tout ce qui est interactif. Dans un jeu physique, des fois, mais ça peut être aussi un jeu numérique, un parcours de jeu, hein, avec le jeu vidéo. Des œuvres d'art numériques, on a vu là, Van Gogh aussi, entre autres, là, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, tout ça, ce sont des expériences de médiation numérique. Le choix est assez vaste. Donc, c'est de choisir selon ce qu'on veut passer comme message, quelle est la meilleure approche pour nous et laquelle on est capable de maintenir et d'assurer une certaine forme de pérennité au sein de notre organisation. Quelles questions je dois poser avant de faire mes choix technologiques? Donc, quels seraient les outils technologiques pour réaliser mon projet? J'ai identifié que je veux mettre en valeur l'histoire du lieu que j'opère. On a une maison historique, par exemple. Donc, je vais mettre en valeur ça. OK. Jusque-là, c'est tel que tel parce que, exemple, j'ai une pénurie de guides et ça permet aux visiteurs d'avoir une visite autonome. Parfait. Donc, quel outil numérique dans tout ça? On peut réfléchir à utiliser un parcours audio guidé peut être intéressant, un parcours informatif aussi, même des expériences immersives ou un parcours de jeu, parcours ludique, toutes ces options-là sont bonnes. Est-ce que j'ai les ressources internes pour gérer tout ça? Bien là, peut-être que si on n'a pas beaucoup d'équipes, on va y aller avec quelque chose qui est plus simple à gérer puis qui s'implante plus facilement, comme un parcours informatif ou un parcours audio guidé ou même un parcours ludique à la limite. Est-ce que j'ai le budget, mon budget se tourne vers quoi? Bien là aussi, ça va déterminer le type de projet qu'on va pouvoir implanter. Puis l'approche technologique, bien, pour un parcours audio guidé, est-ce que je veux fournir des tablettes aux gens ou je veux qu'ils prennent leur téléphone? Est-ce qu'on y va avec quelque chose qui est à télécharger ou on y va avec une application web? Qu'est-ce qui est le plus fluide pour mon parcours à moi, dans mes lieux à moi, puis selon mes habitudes de visiteurs aussi? Si on a une clientèle plus âgée qui n'a pas de téléphone, bien, ça va nous prendre une option qu'on peut leur fournir quelque chose avec laquelle ils vont avoir accès au contenu, même s'ils arrivent pas outillés. Si on a une clientèle plus famille qui sont habitués d'utiliser leurs outils, bien, peut-être qu'on peut offrir aux gens de prendre leur téléphone pour faire ce parcours-là. Exemple. Donc, c'est d'y aller avec le type de clientèle aussi qu'on a. Donc, les outils technologiques pour le réaliser, les options sont grandes, mais les meilleurs outils pour mon organisme, mais là, c'est en cochant ces cases-là qu'on va pouvoir le déterminer. Donc, un parcours ludique ou une expérience immersive, bien, ton objectif peut être atteint avec un parcours audio, une expérience de projection, la réalité virtuelle aussi. C'est quoi les plus et les moins de chacun dans mon organisation puis dans mon projet? Par exemple, la réalité virtuelle en extérieur, ça se fait, mais avec la luminosité, c'est pas si simple que ça. Donc, au niveau technologique, il y a parfois des écueils. Donc, c'est en tenir compte si on veut faire un projet en extérieur, par exemple. C'est aussi quelque chose qui est plus coûteux, donc ça dépend aussi de notre projet puis du véhicule, du message qu'on veut véhiculer aussi. Une expérience de projection, bien, c'est beaucoup d'équipements. Donc, il faut s'assurer d'être capable de les remplacer ou d'avoir un fond de roulement là, pour avoir un soutien technique. C'est le genre de questions qu'il faut se poser quand on fait un choix. C'est sûr que des fois, ça va être des choix cruels là, parce qu'on a un projet immense qu'on voit dans notre tête, mais que concrètement, on est peut-être d'y aller avec la théorie des petits pas, puis commencer avec un petit projet, puis le faire grandir, le consolider aussi. Le projet pour une clientèle familiale, une réflexion sur l'environnement. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller du côté de Bécancour.
le Centre de la biodiversité à Bécancour, qui est un super bel, beau musée, qui ont instauré un parcours ludique, extérieur, de nuit. Là, évidemment, j'ai eu beaucoup de fenêtres ouvertes comme toujours. Je ne sais pas si tu voulais qu'il y ait du son, mais le son n'est pas partagé actuellement, là. OK. Ben, en fait, c'est juste de la musique, donc il n'y a pas de paroles. Fait que vous ne manquez pas grand-chose, mais oui, c'est bon de me le dire. Merci. Donc, c'est un projet vraiment chouette du côté de Bécancour. Là, on avait plusieurs enjeux qui étaient illustrés, c'est-à-dire que c'est le centre de la biodiversité. Donc, on voulait parler de biodiversité. C'est vraiment ancré sur le thème de ce musée-là. Il y avait aussi une volonté d'utiliser le site extérieur. Il y a des beaux sentiers tout autour du centre et qui n'étaient pas nécessairement mis en valeur. Donc, il y avait une volonté de le mettre en valeur et de l'utiliser. Puis d'offrir quelque chose de nuit parce qu'évidemment, les gens venaient dans la journée, donc d'élargir les heures d'ouverture, d'aller chercher une clientèle extérieure un petit peu plus loin avec un projet vraiment majeur. Là, on ne se cachera pas, c'est énormément d'investissement. Évidemment, ils ont aussi phasé le projet, donc ils ont ajouté quelque chose à chaque année au lieu de le faire tout d'un coup. Ce qui est super intéressant d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue absorption du projet pour la petite équipe qu'ils sont. C'était vraiment une stratégie qui était gagnante aussi. Puis d'avoir un contrat de service aussi, là, parce que ça ne peut pas se porter là, tout seul à l'interne avec une petite équipe s'il y a des bris techniques ou des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est un exemple de projet ludique. Une expérience artistique, l'attraction de clientèle, une réflexion artistique, susciter l'émerveillement. Vous avez sans doute vu ce projet-là d'exposition de Van Gogh, les projections. Là. Il y a plusieurs projets comme ça un petit peu partout. Là, je donne Van Gogh, mais il y en a dans plein de thématiques. Il y a eu Frida Kahlo récemment à Montréal aussi. Donc, c'est le type de projets qui sont vraiment immersifs. Puis dans ce cas-ci, ils utilisaient aussi la réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet comme offre. On s'entend que ça, c'est vraiment un projet commercial axé sur on vend un spectacle et non nécessairement notre organisme, là, parce qu'ils choisissent et se promènent de ville en ville. Ce n'est pas la même approche, mais on parle d'expérience artistique aussi. Il y a une question, Oui, 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 oui. Claudine. Oui. Donc, c'est Claude Christin qui nous demandait là, sur le commentaire de l'utilisation des téléphones par des clientèles un peu plus âgées, s'il y avait des données que tu pouvais peut-être nous fournir ou en tout cas nous faire parvenir qu'on pourra partager par après, savoir qui possède Combien de quoi comme personnes? Ouais. C'est une bonne question. Je n'ai pas nécessairement de statistiques sous la main. C'est juste un constat qu'on fait que parfois les gens, certains sont moins à l'aise avec ces technologies-là que d'autres. Je vais fouiller, voir si je trouve des statistiques plus précises, mais c'est quelque chose qu'on nous mentionne souvent. Ma clientèle à moi, dans telle institution, là, je pense entre autres à des musées qui s'adressent, qui s'intéressent aux questions religieuses, là, dans d'anciens couvents, ce genre de choses-là. Souvent, ils ont une clientèle un peu plus âgée. Puis, c'est plus difficile pour eux d'implanter ce type d'outils-là. Mais je vais voir si je trouve des statistiques plus parlantes, plus précises là-dessus. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pendant qu'on y est? Bon. On continue. Je n'ai pas de les rajouter dans le chat si ça passe. On pourra les poser. Merci. Oui, effectivement, tout à fait. Parcours ludique et de jeu, ça, c'est un projet que nous, on a mené au musée, au musée Pop, mais au Muséolab. Le Muséolab, c'est un projet de laboratoire vivant avec le musée Pop. C'est un projet piloté par le DigiHub. Et on est allé en recherche et développement avec 2 de nos entreprises pour trouver une façon d'utiliser des interactifs sans contact.
Dans ce cas-ci, on a prêté des tablettes aux élèves, là, vous voyez ici là, sur les images, avec des écouteurs. Et les élèves interagissaient avec la tablette de façon vocale. Donc, c'est une application de reconnaissance vocale alliée avec une plateforme de jeu où on demandait aux enfants et aux plus grands, parce que c'était ouvert aussi à une clientèle familiale, de répondre à certaines questions par rapport aux 5, c'est-tu 5, il y en a plus que ça, je regarde mon mur, parce que j'ai mon beau visuel sur mon mur. Je pense qu'il y en a 7 thématiques dans l'expo permanente du musée. Et on leur fait répondre à certaines questions, par exemple, sur la question, sur la thématique sur l'hiver. Si toi, l'hiver, est-ce que tu aimes l'hiver ou tu n'aimes pas l'hiver? Qu'est-ce que tu fais l'hiver? Est-ce que tu sors jouer dehors? Est-ce que tu gagnes la Coupe Stanley? Est-ce que l'hiver, pour toi, c'est rester en dedans puis tu te plains? Et selon la réponse que tu donnes vocalement à la tablette, mais tu passes à la prochaine étape puis à la prochaine section. Mais on accumule les réponses et on t'attribue un personnage. Donc, selon les réponses que tu donnes, tu es comme Jeanne Mance parce que tu es courageux, ou comme Max Gros-Louis parce que telle chose. Donc, ça permet de faire passer de l'information sur ces personnages historiques marquants de l'histoire du Québec de façon très ludique en mettant en valeur l'exposition permanente. Donc, c'est un prototype qu'on a testé là, au Musée Pop en lien avec cette expo permanente. Un parcours audio guidé. Je vous donne un exemple de contrainte de terrain. On est à l'Hôpital général de Québec. Donc, le plus vieil hôpital d'Amérique du Nord. C'est un bâtiment historique absolument magnifique, très ancien, qui sert encore aujourd'hui de lieu de résistance pour les Augustines, mais aussi de CHSLD. Donc, cette affiche-là que vous voyez est située sur le petit morceau de gazon entre le cimetière de la gare de la Conquête, où on trouve la tombe de Montcalm, et le stationnement. Donc, on voulait mettre en valeur ce magnifique lieu, mais on n'a pas nécessairement accès à tous les lieux parce qu'avec toutes ces contraintes-là, évidemment, c'est un lieu de vie, il n'y a pas beaucoup d'espace, on a un grand stationnement. CHSLD, avec la pandémie, en plus, c'était vraiment délicat. Mais autour de la gare du cimetière en question, il y a des passages piétonniers, les gens circulent. Donc, on y est allé avec un affichage tout simple, avec un audio guide, si on veut, là, où on a 5 temps forts de l'histoire du lieu qui nous est raconté par des personnages de ces époques-là qui partagent leur vision de comment ça s'est passé. Et ça permet de mettre en valeur le rôle important que jouait l'Hôpital général de Québec, notamment durant la guerre de la Conquête, parce qu'ils soignaient les blessés des deux côtés, puis ils ont même été un peu pris de court là, en étant pris de possession, si on veut, là, par les Britanniques à un certain moment. Donc, c'est vraiment intéressant, cette histoire-là. Toute la question des soins des malades mentaux aussi. Donc, il y avait peu d'espace pour la médiation. Ça permet de découvrir les lieux de façon intéressante avec des audios, avec des personnages. Et ça s'adresse principalement aux gens du quartier, mais aussi aux visiteurs qui sont de passage. Et ça permet d'offrir un volet un peu touristique là, sur ce site-là qui ne l'est pas du tout. Là. Je vous parlais de cartographie interactive, le projet de la route de la Nouvelle-France. C'est un projet qu'on a mené ici aussi au DigiHub avec quelques-unes de nos entreprises. L'enjeu qu'on avait ici, c'est que c'est un grand territoire à couvrir. On a une route, la route de la Nouvelle-France fait 50 km, couvre plusieurs municipalités. Il y a très peu de lieux d'arrêt. C'est une des premières routes de la Nouvelle-France, donc route étroite, avec les maisons construites près du trottoir. Et il y a beaucoup de temps mort, j'ai envie de dire, sur ces 50 km-là. Donc, des sections où on a des trucs un peu plus industriels, un peu moins intéressants visuellement, des espaces un peu plus vides. Donc, il y avait ces enjeux-là d'espace. Il y avait beaucoup de contenu à transmettre et on voulait avoir un projet qui puisse évoluer dans le temps. Il y a un besoin d'attirer les touristes et de leur faire découvrir les lieux, pas juste les faire passer sur la route principale en bas, qui est moins intéressante visuellement, mais qui va beaucoup plus vite. Donc, avec ce projet-là de cartographie, les gens ont accès via leur téléphone ou sur la borne interactive qui est située au centre d'information touristique à cette plateforme-là. Et ce qu'on souhaite, c'est que les gens partent avec l'info sur eux, aient le site web dans leur téléphone et puissent, quand ils passent devant une maison, savoir justement qu'elle fait partie de l'inventaire du patrimoine bâti, avoir des informations sur ce bâtiment-là. Mais outre les trucs très, très factuels qu'on a intégrés à la carte, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dans cette carte interactive,
On a vraiment mis l'accent de notre côté sur l'aspect balado. Dans un premier temps, on a créé un parcours de 10 balados qui étaient liés au lieu où on pouvait s'arrêter. Donc, au musée des Trois Couvents qui est sur la route là, du côté de la route de la Nouvelle-France, on pouvait s'arrêter là. Donc, on offrait un petit panneau d'interprétation où les gens avec le code QR avaient accès à un audio qui était lié à l'histoire de ce lieu-là. À l'époque de la Nouvelle-France, on est resté dans la thématique de la Nouvelle-France pour ce premier parcours-là. Du côté de Cap Tourmente, on parlait de Samuel de Champlain qui nous racontait la première fois qu'il a vu Cap Tourmente parce que c'est lui qui a donné le nom de Cap Tourmente à Cap Tourmente. Donc, on est allé vraiment avec des lieux d'arrêt où les gens s'arrêtent, où il y a possibilité de s'arrêter, de prendre une pause, puis d'emporter ce balado avec soi dans la voiture pour l'écouter entre les deux lieux d'arrêt. C'est vraiment comme ça qu'on l'a travaillé. On a des belles statistiques d'utilisation. Les gens écoutent vraiment le contenu pratiquement complet, ce qui est vraiment c'est ce qu'on souhaitait, puis on est bien content de ça. Puis on a planté là, en début de l'automne une deuxième phase du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré, vraiment au cœur du village, du centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, avec des moments axés sur l'histoire de cette municipalité-là, qui ne sont pas nécessairement en lien avec la Nouvelle-France, mais bref, de continuer d'exploiter ça, de pouvoir rajouter des couches, rajouter de l'information, donc un projet évolutif. Quelles sont les bonnes pratiques quand on veut mettre un projet de médiation en place? Bien, un outil simple d'utilisation pour le visiteur et pour le gestionnaire. Quand on a de la difficulté à comprendre comment mettre à jour notre outil, comment le travailler, ça va être difficile pour vous de maintenir un projet. Donc, c'est vraiment important de le prévoir, d'avoir quelque chose qui est facile d'utilisation ou pour lequel vous avez une banque d'heures d'appui technique qui va être présente. Quel est le meilleur vecteur? Oui. Pardon. Il y avait Alain Caron qui posait la question là, par rapport à ta diapo précédente. Oui. Est-ce que c'est lié par GPS? Je ne sais pas si Alain voulait. On l'a ajouté la fonction GPS. Initialement, ce n'était pas lié par GPS, mais on l'a ajouté, puis oui, on peut me situer sur la carte, ça fonctionne, oui. Puis est-ce que ça a valu la peine de le faire, de le lier par GPS ou? Je ne pourrais pas dire combien de gens l'ont utilisé. Je n'ai pas les statistiques à jour sur cette utilisation-là au niveau du GPS, mais ce qu'on se trouvait bien, c'est que si, par exemple, vous êtes à Château-Richer, puis sur la carte, vous cherchez, vous êtes rendu, bien, en cliquant sur cette fonction-là, au moins, vous pouvez vous situer puis voir qu'est-ce qu'il y a à proximité, là. Fait que c'est ça qu'on trouvait intéressant de l'ajouter. Mais essentiellement, puis même chose pour quand on arrivait devant une affiche qui est localisée dans ces 10 balados-là, de pouvoir tout de suite se localiser où on est, c'était vraiment une belle plus-value. Mais c'est une application web, là, essentiellement. Ce n'est vraiment pas un objectif de géolocalisation, mais ça vient donner une couche là, de facilité pour se situer. OK. Merci. De rien. N'hésitez pas, entre-temps, là, parce que je ne vois pas dans mon petit coin d'écran, là, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Puis Michel fait un excellent travail pour m'y relayer. Le meilleur vecteur pour transmettre le message et le contenu, c'est la question qu'on se pose quand on veut choisir une technologie, comment s'assurer qu'on transmet bien notre message, notre contenu, mais peut-être que ce ne sera peut-être pas via la réalité augmentée qu'on va le faire, mais plutôt via des projections ou via un parcours de jeu ou sinon un parcours audio serait idéal. C'est vraiment de réfléchir à ça. Je reviens à ma question des téléphones de tout à l'heure. Hein. Qui est votre client et comment il utilise le numérique? Ça, c'est vraiment de l'observation que vous allez faire sur le terrain aussi, mais sachant qu'on a une clientèle de tel type, ben, d'y aller avec des options qui sont plus intéressantes. Le parcours de jeu pour une clientèle familiale, c'est vraiment chouette, là. On ne se cachera pas que ça fonctionne bien. Donc, c'est d'y aller avec à qui on s'adresse avec tout ça. Les capacités budgétaires, les capacités de gestion, puis les enjeux du site, les enjeux physiques. Je parlais de l'enjeu de réseau, l'enjeu d'un espace extérieur. Il faut se poser des questions aussi quand on a un espace extérieur. L'enjeu du bâtiment patrimonial aussi, c'est des choses importantes à considérer. Le plus important, c'est de définir un projet clair une fois qu'on a toutes ces données-là en main. Donc, avoir un parcours, un concept de parcours qui est bien défini, un concept de médiation qui est bien défini, réfléchir à une approche punchée, mais qui est conforme à nos valeurs. Je vais faire un autre aparté. Quand il y a un village qui vient me voir en Estrie ou dans une autre région,
En fait, ça peut être n'importe où. Là. Récemment, j'avais travaillé autre chose, mais qui veulent faire un parcours sur les contes et légendes, mais c'est parce qu'il y en a partout des parcours sur les contes et légendes. À Saint-Élie-de-Caxton, puis je ne dis pas ça parce que c'est mes voisins, il y a une cohérence avec tout ce que Fred a véhiculé, puis il y a une cohérence avec ce récit-là. Si on est, par exemple, à l'île aux grues, il y a une histoire sur le gnome de l'île aux grues, il y a un conte qui est bien ancré de ce côté-là, mais il faut y aller avec l'ADN de notre organisme, puis quelque chose qui fait du sens aussi dans le message qu'on veut véhiculer. Puis là, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de l'utiliser, mais si c'est authentique, ça va être vraiment plus porteur. Planifier notre projet, planifier l'implantation, planifier la réflexion, réfléchir aux étapes de financement, puis ensuite, on peut passer aux étapes suivantes. La fameuse question $100, combien ça coûte? Une fois qu'on a déterminé notre type de projet, nos besoins, ça nous permet de mieux cerner l'ampleur budgétaire. Il y a différentes options pour cerner vos besoins budgétaires. Là, je fais la promo des collègues de AQ, l'accompagnement par un consultant de AQ. Ça, c'est exactement le type de choses que nous, on fait, entre autres, mais on n'est pas les seuls là, dans les experts de AQ, de déterminer un petit peu, OK, votre projet, c'est ça, on y va avec tel type de projet, on a la bonne orientation de projet, tout ce que j'ai présenté précédemment dans la réflexion, c'est le type de choses que nous, on fait. Puis par la suite, ça nous permet de dire, on aura besoin d'une ampleur budgétaire de X pour le réaliser. Donc, ça nous permet de voir quelle est votre capacité, puis quelles sont les enveloppes qu'il faut aller chercher, puis quel programme on peut viser. L'autre option, c'est de cibler des firmes qui offrent ce service-là. Mon autocorrecteur m'a joué un tour, il a fait une petite faute à mon grand désespoir, et demander des offres de services simples. Ça peut être plus laborieux si vous n'êtes pas habitué avec la chose numérique, parce qu'il faut savoir les lire, ces offres de services-là, mais il n'y a pas nécessairement de coût, fait que ça peut être une approche intéressante si vous avez une certaine connaissance du numérique, puis si vous avez déjà des gens avec qui vous avez travaillé. Les subventions disponibles, ça dépend toujours de la nature du projet puis du type d'organisme. Patrimoine canadien, Conseil des arts du Canada pour tout ce qui est projet artistique est intéressant, le MCC, Ministère de la Culture et des Communications au Québec, Événements Attractions Québec pour tout ce qui est le volet accompagnement. Le MTO via les ATR, il y a le PARIT qui a été en cours à l'automne. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième refonte aussi. C'était le deuxième appel à projet, je pense. Musée virtuel du Canada, ça, c'est un projet, une enveloppe qui est plus limitée, plus limitative, c'est-à-dire que c'est des projets en ligne, mais c'est assez contraignant là, comme demande à remplir puis à répondre, mais il y a des choses intéressantes à aller chercher selon votre projet. Le MEI aussi peut financer certaines choses. Il faut penser aussi des fois en dehors de la boîte développement durable. Il y a certains projets qui peuvent s'ancrer dans des visions de développement durable, mais il y a peut-être des choses qu'on peut aller chercher. DEC Canada aussi, a une belle enveloppe de financement en tourisme là, récemment du côté de DEC. Choisir le bon prestataire de service, bien définir ses besoins et son projet, ça facilite la réception des offres de services qui vont vraiment répondre, qui vont être adéquates pour le projet. Vous allez être plus capable de les départager. Il faut poser les bonnes questions à ces fournisseurs de services-là. Il faut voir une démonstration de l'expérience de la firme, voir les projets similaires qu'ils ont fait, puis aller les valider. Aller appeler ces gens-là, voir comment ça a été avec eux. Expérience de la firme avec le milieu culturel et touristique, ça peut être un super atout parce qu'ils vont comprendre comment vous fonctionnez puis quels sont, à quoi vous faites face, c'est quoi les enjeux de votre côté. Ils vont avoir une meilleure adaptabilité. Un fournisseur qui, dans son offre de service, va accorder du temps à la planification du projet et à l'adaptation. Ça peut être intéressant. Ça nous montre qu'ils savent que des fois, ce n'est pas toujours clé en main puis il faut valider certaines choses, qu'il y a des moments d'adaptation aussi. Un prix dans la fourchette de ce qui aurait été prévu à l'étape du consultant. Là. Ça peut fluctuer parce que vraiment, on voit de tout. Mais un prix qui est trop bas ou vraiment très élevé, on peut se poser des questions. C'est sûr qu'il y a des firmes plus établies qui chargent des coûts assez mirobolants pour un projet qui pourrait être fait à coût beaucoup moindre par une firme qui commence, mais qui travaille très bien. Ce qui fait en sorte que ce qu'on voit en haut comme point, la démonstration de l'expérience, les projets similaires, ça va vous aider à départager un petit peu tout ça. Mais quand c'est vraiment trop bas, là, probablement qu'il y a des choses qui ont été sous-estimées, puis il risque d'y avoir une surenchère ou des demandes supplémentaires de financement en cours de projet.
Si c'est trop élevé, bien là, effectivement, là, ça n'a pas de sens non plus. Et j'ai envie d'ajouter la philosophie, la vision de l'entreprise, voir s'il y a un fit de collaboration avec le prestataire de service, c'est super important. Souvent, ça fait toute la différence dans une réalisation de projet. Bien implanter son projet, la gestion de projet, c'est majeur. Donc, ça nous prend une ressource à l'interne qui va travailler avec le fournisseur pour approuver les différentes étapes avec une chaîne de gouvernance aux besoins. Hein, ça, c'est vraiment important pour que ce soit fluide. Prévoir un temps de travail et les délais possibles à l'intérieur de l'équipe dans vos ressources à vous. Faire un plan à partir du projet planifié en collaboration avec le fournisseur au début du projet. Donc, on s'enligne sur un plan de match. Diviser le projet en étapes de livraison et de mise en place. Prévoir la formation pour l'équipe. Ça, c'est vraiment important aussi, surtout si vous avez des volets de gestion interne par la suite ou si vous voulez avoir une certaine autonomie, il faut que votre équipe soit outillée adéquatement. Puis le plan marketing, hein, il faut prévoir, le mettre en valeur, le faire rayonner, le faire connaître, puis l'arrimer avec la livraison du projet, ce plan-là. Parce qu'on a beau avoir le meilleur des projets, si personne n'en parle, bien, personne ne viendra l'utiliser, puis on va un peu rater notre coup. Donc, ça va un petit peu de pair là, avec cette implantation-là. Faire vivre son projet, justement, promotion, marketing, toute cette stratégie de rayonnement qui est à réfléchir selon les vecteurs qui sont adaptés à la clientèle que vous ciblez. Il y a une planification possible qui est à faire avec une firme. On peut prévoir même au budget, hein, quand on prépare notre budget en amont, quand on fait les demandes de financement, de prévoir une marge de manœuvre pour ce volet-là, ça peut être super intéressant. Recueillir des témoignages, du visuel, des gens qui viennent participer ou qui utilisent vos outils, votre parcours, bien, ça vous permet de l'utiliser pour un usage promotionnel futur. Fait que ça, c'est intéressant d'y penser aussi. Et je sais que dans les experts, là, vous en avez en promotion marketing. Là. Fait que quand vous êtes rendu à cette deuxième phase-là, ça peut être intéressant d'avoir recours à eux aussi. J'ai le goût de t'interrompre 2 secondes, Claudine, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que pendant la mise en œuvre du projet, puis ça, on a eu un webinaire il n'y a pas si longtemps avec Francis Petitclerc là, sur comment faire des vidéos d'impact, bien, justement, d'aller documenter, d'aller chercher au fur et à mesure que le projet se déploie, bien, ça va nous permettre d'alimenter après ça la conversation sur les réseaux sociaux, puis de nous fournir du matériel. Donc, pas juste d'attendre que tout soit fini avant de commencer à collecter là, du contenu sur le site. Je pense que c'est important. Non, c'est intéressant aussi dans la stratégie de pouvoir faire des teasers, dire hey, ça s'en vient, on est rendu à l'étape test, par exemple. Ça peut être une super stratégie, effectivement, là, que Francis va proposer, qui travaille avec nous aussi, là, fait qu'on se connaît bien. Mais oui, c'est une approche vraiment intéressante aussi. Faire évoluer le projet, ça aussi, c'est assez clé dans la réussite à long terme de votre projet. Parce que souvent, on pense à l'implantation, mais après ça, il faut le maintenir, tout ça. Hein? Fait qu'il faut prévoir la mise à jour et les ajouts. Parce que le numérique, ça ne dure pas. Ça a une durée de vie limitée, surtout quand on parle d'équipement. S'il y a des équipements dans votre projet, là, ça, on le sait que ça peut être un enjeu. Donc, il faut prévoir un projet qui est évolutif, un parcours qu'on peut bonifier. Hein, comme je donnais l'exemple de l'aéro de la Nouvelle-France, qu'on a ajouté un deuxième parcours balado cette année. Un équipement, ça a une certaine durée de vie, donc il faut prévoir qu'on va avoir à le remplacer. Il faut prévoir un projet qui va être adaptatif, donc on va pouvoir ajuster avec les nouveaux équipements. Je donne un exemple. On veut faire une salle immersive, on veut 9 écrans qui se parlent. Mais là, si on a un écran qui brise, ça ne fonctionne plus, les 9 écrans ensemble. Mais ça change tellement vite l'obsolescence que quand l'écran brise 2 ans plus tard, bien, ce modèle-là n'existe plus. Donc, il faut penser à ça. Des fois, c'est acheter quelques écrans supplémentaires pour en avoir, pour les remplacer aux besoins, par exemple, si on veut vraiment aller vers ça. Mais savoir que dans 5 ans, bien, il va peut-être falloir tout remplacer, puis s'assurer que la programmation qu'on va mettre va fonctionner avec les nouveaux types d'écrans aussi. Fait qu'avoir quelque chose qui est adaptatif. C'est pas simple, là, ça se fait pas toujours, mais d'en prévoir comment on peut le faire évoluer, puis comment on peut maximiser sa durée de vie. Prévoir un déploiement en phase pour un projet de médiation, c'est super utile, comme je le disais, pour la planification budgétaire. Hein, c'est plus facile à absorber des montants par année qu'un gros montant d'un coup. Puis, c'est super intéressant comme outil de marketing.
de dire hey, cette année, on a tel nouveau volet qui est ajouté, donc on va rechercher cette clientèle-là qui a déjà fait le parcours, mais qui revienne parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Savoir qu'on devra d'ici quelques années remplacer ou réinvestir, puis il faut le prévoir à la planification budgétaire. Puis je répète la formation des équipes pour faire rayonner le projet à l'interne, mais aussi auprès des visiteurs. Parce que si votre guide à l'avant ne comprend pas le projet et ne sait pas que le projet existe, bien, il va avoir bien du mal à le faire parler, puis à le faire rayonner, puis à inviter les gens à le faire. Les conditions d'un projet réussi, bien, la technologie adéquate pour le bon projet. Là, je fais un petit récapitulatif, se poser les bonnes questions, avoir des attentes réalistes, y aller par étapes, bien évaluer la capacité de l'équipe, puis identifier le bon projet. C'est quoi notre projet le plus porteur? Des fois, là, ça vaut la peine d'attendre de mettre un projet de médiation en place puis de s'assurer que notre CRM puis notre site web est optimal avant parce qu'on va avoir des reins plus solides pour le faire. Identifier la bonne technologie, je le disais, avoir le fournisseur adéquat, la compétence, l'approche, la collaboration, ça, c'est des points clés avec le fournisseur aussi. Planifier le budget adéquat, puis prévoir la suite. C'est vraiment ça qui est la clé pour la succession de ce projet.